C'est le Culture Mag, l'actualité des arts et des spectacles partout dans le monde. Avec au sommaire le portrait d'un jeune Israélien à la double vie peu commune et toujours en Israël, de l'art pour la paix. Une association réunit israéliennes et palestiniennes autour de la photo. Et nous reviendrons sur la carrière du Walt Disney japonais, maître Miyazaki, qui a pris sa retraite. Il nous manque déjà et on pense à sa relève. Bonjour et bienvenue sur i24 News et on commence par ce qui fait le buzz sur la planète culture. L'auteur de best-seller Tom Clancy est mort mercredi à l'âge de 66 ans. Il était connu pour ses thrillers politiques et son célèbre personnage Jack Ryan, analyste de la CIA. Beaucoup de ses livres ont été adaptés sur grand écran. La poursuite d'Octobre Rouge et Danger immédiat ont été d'énormes succès au box-office. Clancy était l'un des auteurs les plus prolifiques de ces 20 dernières années. Son dernier roman Command Authority sera publié le 3 décembre prochain. Ça y est, c'est officiel. Marc Jacobs quitte la maison Vuitton. Il en était le directeur artistique depuis 15 ans. Son dernier défilé était encore l'un des événements à ne pas manquer pendant cette Fashion Week parisienne. Un immense carrousel blanc en guise de podium et des couleurs tout en douceur. Selon les dires, Marc Jacobs aimerait se consacrer à sa propre marque, qui fait elle aussi partie du groupe LVMH. Les rumeurs chuchoteraient le nom de Nicolas Ghesquière comme héritier du trône. Le célèbre tagger Banksy sévit une nouvelle fois à New York. L'artiste a révélé cette semaine avoir pour projet une exposition en plein air, Better Out Than In, mieux vaut dehors que dedans. Le premier tag est apparu en début de semaine et aux côtés de celui-ci, un numéro de téléphone qui parodie les audioguides des musées. Cette œuvre n'a cependant pas reçu le respect nécessaire de la part de la municipalité, réputée très dure, et a très vite été effacée du mur. Dommage. Et des rues de New York à la Cinémathèque de Tel Aviv, une association réunie israélienne et palestinienne. Elles ont toutes perdu un proche dans le conflit et s'unissent désormais pour la paix. Un sujet d'Avri Rosenzvi et de David Combat. À la Cinémathèque de Tel Aviv, au cœur de la capitale culturelle israélienne, un événement particulier s'est tenu il y a quelques jours. Des femmes palestiniennes et israéliennes réunies ensemble autour d'une exposition de photos, d'un repas et de produits artisanaux pour partager leur peine. Quand il est mort, c'est comme si ma vie avait perdu tout son sens. Et je cherchais quelque chose qui pouvait me donner un objectif, une raison de continuer à vivre. J'ai vu des sœurs comme moi qui pleuraient parce qu'elles avaient perdu quelqu'un qu'elles aimaient, des mères qui pleuraient aussi. Et les larmes sont les mêmes. Les larmes juives ou les miennes, ce sont les mêmes. L'organisation Parent Cycle Families Forum réunit des familles des deux côtés du conflit qui ont toutes perdu des proches pour promouvoir le dialogue et la compréhension. Cette exposition est le résultat d'un projet photographique mené sur plusieurs mois. Ce que vous voyez ici, derrière moi, c'est le travail de 10 Palestiniennes et de 10 Israéliennes. Et certaines de ces Palestiniennes n'avaient jamais pris de photos de leur vie. Iris Segev, qui fait partie du projet, a perdu son fils Nimrod pendant la guerre du Liban quand il avait 28 ans. Elle a rejoint le cercle des familles pour essayer de surmonter la peine due à la perte de son fils. Seulement 4 ans après, j'ai entendu parler du forum et j'ai su que c'était ce que je cherchais. Parce qu'ici, on parle de paix, pas de mort. Haché Aktam aide à organiser les activités de l'association. Une association qu'elle a rejointe après la perte de son frère, blessé par balle par des soldats israéliens et mort quelques années après des suites de ses blessures. La fille de Aïcha a elle aussi participé au projet. Par groupe de 2, un Israélien et un Palestinien allaient chacun se prendre en photo dans leur maison. It's the first time in which my mother sit with the Jewish people and talk with them. She said how much I was really I'm so sad because they killed her son. C'est la première fois que ma mère s'est assise avec des gens juifs et a parlé avec eux. Elle m'a dit combien c'était. J'étais tellement triste parce qu'ils ont tué son fils et c'est une mère. Et moi, en tant que mère aussi, je peux comprendre sa souffrance. Dans ce pays, on nous pousse à penser que les femmes palestiniennes encouragent leurs fils à aller se battre contre les Israéliens, comme si elles s'en fichaient qu'ils meurent. Mais j'ai appris ici que ce n'est absolument pas vrai.
Alors que ce forum présente une image idyllique de coopération et de dialogue, les événements organisés se confrontent souvent à la réalité de la région et les deux côtés ont du mal à se rencontrer. Cet événement à la Cinémathèque de Tel Aviv, par exemple, a failli ne pas se faire. Jusqu'au dernier moment, les participants palestiniens n'avaient pas le permis nécessaire pour se rendre en Israël. Aujourd'hui, c'était un vrai miracle, parce que plus de 200 Palestiniens sont venus. Je ne peux même pas vous dire ce que je ressens, parce qu'avec tout le désespoir ambiant, ce qu'on voit ici, c'est simplement incroyable. À suivre, Jenny Zana nous retrouvera sur ce plateau pour nous parler musique. Mais tout de suite, ce sont les highlights de David Gombin. Le Prince Igor, une production de l'Opéra de Moscou, est présenté ce soir au Centre des Arts de la Scène de Tel Aviv. L'œuvre épique d'Alexander Borodine raconte l'histoire des guerres d'un prince russe contre les tribus d'envahisseurs polovtianes. Sur scène, des dizaines de chanteurs, de danseurs et une impressionnante chorale pour cette production haute en couleurs. Les représentations se poursuivent à Tel Aviv jusqu'au 12 octobre. Le British Museum de Londres dévoile une exposition de grande ampleur sur le shunga, l'érotisme japonais traditionnel. Y sont présentées plus de 150 œuvres de nature explicite et réalisées entre 1600 et 1900. Cette exposition met un coup de projecteur sur cette forme d'art sans tabou qui dépeint la culture sexuelle du pays du soleil levant. Le sexe et le plaisir dans l'art japonais restent ouverts au public jusqu'en janvier. Attention, les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés de leurs parents. Après un lancement tumultueux où les serveurs ont bugué à cause du trop grand nombre de visiteurs, Grand Theft Auto 5 est prêt à accueillir les gamers du monde entier. Ce jeu complexe, entièrement en ligne, permet aux joueurs de naviguer dans la ville et le désert y attenant. Vous pouvez y jouer au tennis, au golf, aux fléchettes et bien sûr prendre le volant de voitures volées ou commettre des cambriolages entre amis. Il porte la kippa, il est homosexuel et il se transforme en drag queen la nuit. C'est un jeune homme qui se bat pour être accepté, allant à l'encontre des stéréotypes et autres idées reçues. Un portrait signé Fleur Citruc. Shalom. Il faut pas moins de 2 heures de maquillage pour passer du visage de Shahar, juif religieux de 34 ans, à celui de reine de la nuit. J'ai enlevé toutes les imperfections, les petites rougeurs. Maintenant, je vais cacher tes sourcils. Passe-moi le miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Shahar a suivi pendant 10 mois des cours dans la toute nouvelle école de drag queen de Tel Aviv et il a tout de suite trouvé son personnage. J'ai choisi de prendre ce que j'étais et de le transformer en femme de rabbin. Cette rabbinite est comme moi, très joyeuse, toujours souriante, heureuse. Elle bénit les gens. Pour moi, c'est une bonne action de faire ces spectacles, de réjouir toujours plus de juifs. Je la trouve merveilleuse et surprenante comparée aux personnages qui existent chez les drag queens. Les filles sont toutes légèrement vêtues, aguicheuses. Shahar est très différente. Son personnage s'adresse à plusieurs communautés. Ça lui donne une vraie force. Religieux le jour, drag queen la nuit, concilier les deux relève souvent d'un exercice d'équilibriste. Je n'aurais pas pu m'habiller comme ça à la maison. Mes parents sont tolérants, ma mère sait que je fais la drague, pas mon père, même s'il sait que je suis homo. Mais ça serait dur pour mes parents de voir ça. Shahar portait autrefois la barbe et les papillotes, signe de son appartenance au monde haredi. Rejeté par sa communauté, il ne trouve pas non plus sa place au départ dans l'univers gay. Ça leur semblait bizarre. Qu'est-ce qu'un religieux venait faire chez les homos? Il me disait « laisse-nous tranquilles, ou tu choisis la religion, ou bien tu enlèves ta kippa et tu deviens membre de la communauté gay ». Shahar n'a rien lâché. Aujourd'hui, il continue d'aller prier dans la synagogue de son enfance. Ce père d'une fillette de 12 ans dit aussi avoir amené la religion dans les boîtes gays de Tel Aviv à travers son personnage de femme de rabbin particulièrement déjanté. Serait-ce l'héritier du grand maître d'animation japonais Miyazaki ?
Hiroyuki Okiura semble bien parti pour prendre la relève. Son film Lettre à Momo a raflé plusieurs prix de New York à Paris en passant par l'Asie. En voici un extrait pour vous en faire une idée. Momo, une fillette de 11 ans, vient s'installer avec sa mère sur une petite île où le temps semble s'être arrêté. Momo découvre alors des personnages très particuliers. Allez, vous êtes ici ou bien vous allez le regretter! À ton avis, comment ça se fait qu'elle arrive à nous voir? Les esprits invisibles l'emportent là-haut! Et le grand Miyazaki a annoncé il y a peu sa retraite. Retour sur cette carrière, tout en couleur, avec Avery Rosenzweig et David Gomba. J'ai déjà causé pas mal de grabuge en annonçant plusieurs fois ma retraite dans le passé. Donc la plupart d'entre vous doivent penser une fois de plus. Mais cette fois, je suis vraiment sérieux. À 72 ans, le réalisateur a donc annoncé qu'il arrêtait sa carrière. Réputé pour son perfectionnisme et pour son acharnement au travail, le maître Miyazaki continuera de diriger les studios Ghibli, mais arrête sa carrière de réalisateur. Un peu plus tôt cette année, le cinéaste a présenté son dernier opus, certainement le plus sujet à controverse en presque 50 ans de cinéma. Le vent se lève, il faut tenter de vivre est un film d'animation qui raconte la vie de Jiro Horihiroshi, l'inventeur de l'avion de chasse Zero Fighter, utilisé par les Japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Miyazaki a commencé sa carrière en 1963 en tant qu'animateur et graphiste pour la télévision. En 1985, il fonde les studios Ghibli afin de porter à l'écran ses propres projets. Les films y sont innovants, tout comme la politique sociale. Miyazaki fut le premier au Japon à attribuer des avantages sociaux à ses employés. Miyazaki a enchaîné les succès. Sur les 10 films qu'il a réalisés, 4 figurent dans le classement des 10 films les plus rentables de l'histoire du Japon. Parfois surnommé le Walt Disney japonais, vénéré dans son pays, il est surtout connu pour avoir créé des univers magiques aux paysages colorés et habités par des personnages fantasques. Les problèmes environnementaux sont récurrents dans ces films, mais sans jamais franchir le pas de l'engagement politique. Avec le thème de son dernier long métrage, le Japon et la Seconde Guerre mondiale, la question du nationalisme japonais ressurgit et le public est divisé. Certains craignent d'y voir une apologie de la guerre, d'autres, au contraire, lui reprochent son antimilitarisme. Le vent se lève se distingue de l'habituel univers fantastique du cinéma. Pourtant, ses fans ont bien compris que ce film était bien un Miyazaki. Cette fiction, qui fait signe de la maturité du réalisateur, reflète un rêve qu'il a toujours obsédé, voler, un thème récurrent dans la plupart de ses films et qui témoigne de l'âme d'enfant qu'il n'a jamais perdue. Je crois profondément qu'à travers notre travail, nous pouvons dire à nos enfants que la vie vaut le coup d'être vécue, et cela, j'y croirai toujours. Et nous passons maintenant à notre page musique avec notre spécialiste qui, elle, n'a pas du tout pris sa retraite. Bonjour Jenny. Pas encore. Alors, qui est cette Marina Maximilian? Marina Maximilian, une artiste extraordinaire. Donc j'avoue, je ne connaissais pas encore il y a quelques temps. Artiste israélienne, 25 ans. Alors d'abord, elle sait tout faire. Auteure, compositeur, chanteuse, comédienne, mannequin, pianiste. Elle a une formation classique. Elle a comme fait l'équivalent du conservatoire, en fait, en Israël. Et franchement, là, c'est vraiment son apogée avec son nouvel album. Alors, mais c'est marrant, elle me dit quelque chose, cette Marina Maximilian. Oui, elle vous dit quelque chose parce qu'elle a fait le très beau programme en Israël Kochav Nolad en 2007, l'équivalent en fait du programme Nouvelle Star en France, qui marche très très fort en Israël. C'est un programme très suivi et très aimé. Et elle est arrivée en finale, donc elle n'a pas gagné, mais c'est l'avantage de la deuxième place. C'est finalement la bonne place parce que tu arrives à te détacher du programme, tu n'as pas cette identité de gagnant, donc tu peux faire un peu ce qui te plaît. Donc elle démarre sa carrière avec du Mizrahi, de la pop israélienne. Elle chante en hébreu, notamment ce single Soft Soft qui marchait plutôt pas mal il y a quelques temps. Et là, donc, pour ce nouvel opus, elle chante en anglais. Et on peut dire que c'est une métamorphose non seulement musicale, mais également physique. Parce qu'on arrive comme ça, elle était un peu boulotte, elle était même l'égérie d'une marque pour femmes fortes. Et là, c'est la métamorphose véritable, parce que c'est une bombe atomique, comme on dit. C'est presque comme Susan Boyle en Grande-Bretagne. Enfin, on ne dira pas jusque-là, non, elle est devenue... mais disons qu'elle était mignonnette, et puis là, c'est vraiment, voilà. Elle est jolie, talentueuse. Plus femme, plus féminine, avec un album plus affirmé, et vraiment, elle nous ramène dans son monde. Ça s'appelle Step Into My World. Déjà, 2 singles sont sortis, Two Pigs et Tango, dont on va voir un petit extrait du clip qui est tourné dans le Negev. Et on voit ses belles jambes comme ça et sa voix dans les graves. Alors, c'est un mélange, l'album de jazz, ce qui est quand même son premier amour, un peu d'électro. C'est un monde
on va dire que c'est un monde à part. Vraiment, c'est un mélange de genres et t'as l'impression d'être hors du temps quand t'écoutes l'album. Je trouve ça d'une richesse sans nom et c'est très très intéressant à écouter. Merci de nous avoir fait découvrir cette artiste. On la suivra de très près. Si j'ai juste une seconde, elle sera en concert dimanche soir au Zappa à Tel Aviv. Merci beaucoup, Jenny. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver en VOD sur i24news.tv. Bon retour sur la planète Terre.